Bonjour à tous, on va patienter quelques minutes et on va lancer ce premier jour des matinées connectées 2023. Bien, je vous propose de démarrer. Bienvenue et merci d'avoir répondu présent pour cette nouvelle édition des matinées connectées, un événement qu'on avait fait naître pendant le confinement et qui, fort heureusement, a survécu au Covid. Donc, on est parti pour l'édition 2023. Donc, on a 3 matinées de webinaires jusqu'à jeudi, où on va partager un certain nombre de thématiques cyber. On va zoomer juste après sur les sujets avec les experts Advance et avec un certain nombre de RSSI, nos clients ou des partenaires, notamment issus du CESIN, puisque l'événement est organisé en partenariat avec l'association Le CESIN. L'objectif de ces 3 jours, c'est d'échanger, c'est de partager sur des sujets dont on pense qu'ils sont vos préoccupations. Et globalement, le thème de cette année, c'est Level Up, c'est comment on vous aide à grimper, à monter niveau après niveau dans votre démarche vers une meilleure maturité cyber. On va parler de trajectoire, de développement de la maturité, et on va en parler sous des angles assez variés, puisque aujourd'hui, on a une thématique autour de la sécurité opérationnelle. Demain, on parlera de la prise en compte des environnements industriels, de l'OT, de l'IoT industriel dans une démarche de sécurité. Et on terminera jeudi avec des sujets un peu moins techniques autour de la valorisation et de la communication dans la cybersécurité, notamment sur les bonnes manières de parler, de quantifier, de valoriser le risque. Et enfin, on terminera avec les témoignages de 2 RSSI sur la façon dont ils échangent avec leur COMEX, avec la direction générale. Sans plus attendre, je passe le micro à Guillaume qui va vous présenter cette première journée dédiée à la sécurité opérationnelle. Merci Benjamin. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous. Donc moi je suis Guillaume Durapchi, je suis le directeur de la stratégie du marketing pour la partie MySOC de nos services managés de cyber. Donc le but de ce matin, ça va être de parler de sécurité opérationnelle ou de SOC. Et comme l'a dit Benjamin précédemment, l'idée c'est que le SOC c'est pas un outil, c'est pas une solution, c'est pas du ça, c'est un process. Et qui dit un process dit le faire vivre dans le temps et surtout le faire évoluer de la même manière qu'évoluent vos organisations. Donc la manière dont on a voulu finalement découper cette matinée avec vous, c'est de reprendre un peu les grands éléments qui constituent un SOC et puis de regarder comment chacun peut évoluer. Donc on commencera avec une première session avec des analystes et des product marketers de notre SOC sur la trajectoire technologique qui très souvent commence par un EDR et qui, malheureusement, ou pour d'autres raisons, s'arrête potentiellement à l'EDR ou à la collecte de log. Donc l'idée, c'est de comprendre finalement quelle est la vie après l'EDR, comment on fait évoluer la sécurité opérationnelle technologiquement parlant. La deuxième partie, extrêmement structurant, ça va être de vous parler du plan de surveillance ou de la stratégie de détection et de protection qui se trouve derrière le SOC et qui est donc opéré par les analystes et les outils, et comment finalement arriver à adapter ce plan de surveillance à votre contexte et à vos risques. Et enfin, on terminera avec une dernière session pour vous présenter des premiers résultats d'une étude qu'on a réalisée avec le CESIN sur les modes d'organisation des SOC entre l'interne, l'externe et l'hybride et comprendre un peu comment ils se partagent, se découpent et aussi les niveaux de satisfaction ou potentiellement de challenge.
Donc, une matinée autour de la technologie, du processus et de l'organisation humaine. Et sur ce, je donne la main à Pierre et Florian qui vont vous parler de la trajectoire technologique du SOC. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dont le thème est « Y a-t-il une vie après l'EDR ?» Effectivement, on va parler de sécurité opérationnelle et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Florian Ledoux, Service Line Manager chez Advance, pour témoigner de cette trajectoire de sécurité post-EDR. Bonjour Florian. Bonjour Pierre, alors moi je suis chez Advance depuis 4 ans et j'ai 10 ans de cybersécurité. Et donc Service Line Manager c'est quoi? En gros je m'occupe un peu de la partie opérationnelle du service EDR chez Advance et je me passionne pour tout ce qui est EDR. Merci Florian, effectivement, on a la chance d'avoir un expert en EDR aujourd'hui pour parler d'EDR et de post-EDR. Et moi, je suis en charge du product marketing pour la partie MySOC, donc l'offre de sécurité managée et de réponse et de détection. Et pour commencer, j'aimerais évoquer avec vous MySOC en quelques chiffres. Alors, MySOC aujourd'hui, ça correspond à 700 000 endpoints qui sont supervisés 24/7 par nos opérateurs et nos analystes. Ça représente à peu près plus de 120 clients qui sont donc protégés par cette offre. Et ce qui est très important, c'est aussi qu'on vient enrichir notre détection et notre réaction de plus de 180 types de sources différentes qui viennent de différents équipements, qui apportent de la valeur à la détection. On pourra le voir plus tard grâce à Florian. Et aussi, on est présent dans ce domaine depuis à peu près plus de 20 ans, 20 ou 22 ans, il me semble. Et donc, ça fait que c'est un sujet quand même qui est maîtrisé par nos experts. Voilà l'agenda de la journée, enfin de la matinée de notre première partie. La première question à laquelle on va tâcher de répondre, c'est pourquoi faudrait-il une vie après l'EDR? On le verra plus techniquement après, grâce aux forces et aux faiblesses des EDR, de par ce qu'on observe chez nos clients et sur le marché. Enfin, naturellement, on va évoquer la promesse XDR qui est vraiment trustée et drivée par le marché. Comprendre pourquoi étendre la visibilité sert à quelque chose en sécurité opérationnelle, en ouvrant la visibilité, en détectant plus tôt. Et puis, la partie sonde intelligente ou sonde experte dont on entend beaucoup parler, les IDR, les NDR. Et puis enfin, pour terminer, on va pouvoir se projeter dans une logique de trajectoire qui est celle qu'on observe chez nos clients, sur lesquels on les accompagne, pour partir de l'EDR vers quelque chose qui augmente progressivement leur posture de sécurité. Alors pour commencer, la question est pourquoi faudrait-il une vie après l'EDR? Et on a tâché d'y répondre en deux éléments. D'abord en reprenant le chiffre de l'étude SOC 2022 Cézanne MySOC et qui explique que 80% aujourd'hui des 150 sondés ont un EDR qui est déployé. Donc clairement, c'est une solution qui est massivement déployée, massivement présente chez les organisations, qui a atteint sa maturité. On pourra voir après ses forces et ses faiblesses avec le recul qu'on a pu avoir sur cette technologie aujourd'hui. Et aussi, on entend beaucoup parler de DR bypass ou de capacité de détourner les EDR. Assurément, c'est une question qui est importante pour pouvoir savoir comment pallier ce manque. Et enfin, sur la droite, vous voyez cette hype cycle de Gartner qui permet de voir les tendances de technologie, parce qu'on pourrait naturellement penser que la vie après l'EDR est nécessairement l'XDR. D'ailleurs, je vous invite après ce webinaire à lire l'article de CyberRun de mai dans lequel on expose notre vision du XDR. Mais sur cette courbe, on peut voir que le XDR, qui est en haut du plateau des attentes un peu étonnées, ne remplit pas complètement ses promesses. Alors, vision XDR, éditeur, ou alors promesse XDR ou approche XDR, on le verra plus tard avec Florian. Mais ce qui est important, c'est aussi de voir que d'autres technologies comme le CIEM, le CASB, ou alors la partie SOAR font partie des technologies qui sont les plus matures par rapport au XDR, et donc clairement sont parmi les réponses de cette question, pourquoi faut-il une vie après l'EDR? Pour commencer, techniquement, je dirais, je vous propose de voir avec Florian, de son expertise et de l'expérience de ses années chez Advance, quelles sont clairement les forces d'un EDR et comment aujourd'hui ça sert nos clients. Ouais, du coup, il y a pas mal de force à un EDR et c'est pour ça aussi que ça a conquis pas mal le marché de la cybersécurité. Je me souviens il y a quelques années des attaques avec Emotet où on avait beaucoup de clients qui avaient des antivirus et des pare-feux
n'arrivaient pas du tout à suivre, à bloquer la menace, à se mettre à jour assez rapidement pour bloquer la menace qui était de plus en plus, on va dire, polymorphique, qui évoluait très rapidement. Donc en fait, la première force d'un EDR, c'est la visibilité et c'est le fait qu'il soit capable en fait de réagir et de bloquer rapidement des menaces. C'est aussi très efficace pour bloquer les ransomware. Tous les EDR sont très performants là-dessus. Donc en fait, ces deux choses-là font que c'est un bon investissement dans le sens où ça va permettre de réduire le risque d'avoir des gros dommages sur le système d'information à faible coût. Et ça peut, pour certains, remplacer un antivirus, ça peut remplacer certaines briques de cybersécurité. Et l'autre force d'un EDR qui ne fonctionnait pas il y a 10 ans, je pense, c'est que maintenant il y a du machine learning, il y a du cloud. La plupart des EDR, des éditeurs EDR, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont récupérer en fait les données de cybersécurité de leurs clients. Alors les données, ça va juste être des artefacts, quels sont les process qui se sont lancés sur les machines, etc., les comportements, on va dire. Et ils vont être capables, avec toutes ces données, d'avoir un grand data lake et d'être capables d'affiner en fait la détection au global sur tous leurs clients. Alors qu'avant, on était sur des solutions style antivirus qui se basaient encore beaucoup sur les signatures ou des IDS aussi qui se basaient sur des signatures. Là, on commence à arriver sur du machine learning, des choses comme ça. Et c'est parce qu'aussi, on a en fait une puissance de calcul aujourd'hui qui est bien meilleure à ce qu'on pouvait avoir il y a 10 ans. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, ces solutions-là peuvent être mises en place et fonctionnent plutôt bien. Alors, on sait que avec les attaquants, c'est toujours un peu le jeu du chat et de la souris, hein. Tu l'évoquais tout à l'heure avec Emotet. Justement, par rapport à l'EDR, quelles sont, comment on peut dire, les faiblesses qui font que parfois on reste à risque alors qu'on est quand même équipé d'un EDR? Alors, ce qu'on a pu observer, c'est que, comme tous les de cybersécurité, il n'y a pas vraiment d'outils magiques. On a vu, par exemple, des clients qui vont déployer le DR, mais pas sur tous les postes ou pas sur les serveurs sensibles. Et donc, il va attaquer le parc et puis il va se déployer sur les serveurs sensibles. Et au final, comme ils ne sont pas protégés par un EDR, ils se font avoir. Donc, la configuration de l'outil, le déploiement, c'est des choses qui sont importantes. La vie de l'outil aussi, le mettre à jour, etc., c'est des choses qui sont vitales. Donc, faut avoir un suivi sur l'outil et bien maîtriser l'outil. Il y a aussi des choses qui sont moins efficaces côté EDR. C'est que comme l'EDR a une très bonne visibilité sur le système d'exploitation, il a une moins bonne visibilité sur, on va dire, les événements réseau. On a souvent le cas d'un attaquant qui va arriver avec sa propre machine, qui va scanner le réseau. Ça, un EDR, un scan réseau, il ne va pas forcément le détecter. Ils ne sont pas très bons là-dessus. Donc, il y a côté visibilité réseau, ils ne sont pas forcément toujours très bons. Et côté identité, le fait d'être capable de détecter qu'un collaborateur a eu son login mot de passe piraté à un endroit et qu'un attaquant est en train d'utiliser un login mot de passe corrompu, ben ça, les EDR ne sont pas forcément très forts pour le détecter ni pour le traquer dans le parc. Et alors, après, on reviendra sur l'offre XDR parce que certains EDR commencent à se positionner justement sur ces faiblesses et font des offres assez intéressantes. Et la dernière chose, c'est le mobile, les tablettes. On voit quand même pas mal d'éditeurs qui en fait poussent des solutions tierces, MDM, qui branchent à l'EDR, mais on ne peut pas parler vraiment d'un EDR sur le téléphone, mais souvent c'est plus des solutions tierces un peu branchés sur le DER, mais qui ne sont pas encore, de ce qu'on a pu voir, ultra matures, quoi. Donc on voit bien quand même que parmi les faiblesses d'un EDR qui peuvent être utilisées par les attaquants, c'est cette notion de visibilité sur des périmètres, le réseau, l'identité, ou alors des devices qui ne sont pas forcément couverts. Mais alors justement, on parle beaucoup de XDR, c'est un marché vraiment, c'est un sujet, un nom qui est très marché, qui est poussé par des éditeurs. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette promesse XDR par rapport à la visibilité, à la réaction, et concrètement, à quoi ça correspond aujourd'hui et comment est-ce que c'est utilisé?
Alors, pour faire simple, pour ceux qui connaissent pas l'XDR, en fait, par rapport à une solution EDR, on a juste remplacé le E par un X. Et l'X, ça veut dire étendu. Et donc, c'est une solution qui va aller plus loin que l'EDR et qui va, en fait, certains éditeurs se positionnent comme XDR parce qu'ils sont capables de récupérer les sources de données de tous les équipements de cybersécurité, les centraliser, les envoyer justement dans le data lake dont on parlait et être capable d'avoir du coup des détections beaucoup plus fines, beaucoup plus intéressantes. Donc, on pourrait par exemple penser à une solution d'EDR qui récupérerait du coup des logs Active Directory, des logs de pare-feu, des logs de différentes solutions et qui serait capable de faire des détections beaucoup plus fines pour justement détecter les comptes compromis, des choses comme ça. Donc quand on parle d'XDR, c'est un EDR qui est on peut dire que c'est un peu une fusion entre le SIEM, qui est un peu l'ancienne version d'un data lake, et le SOAR, qui permet en fait de faire de la réponse rapide avec l'EDR. Et du coup, on a une solution qui capitalise sur les forces des anciennes solutions et des nouvelles. En fait, l'XDR, il est capable d'avoir une détection beaucoup plus contextuelle, beaucoup plus fine, et aussi commencer à pouvoir faire de la réponse en dehors de l'EDR. Donc, c'est-à-dire, je vois que je me fais attaquer, j'ai un XDR, l'XDR il est capable de voir que c'est tel compte qui a été compromis, et ben il va bloquer le compte directement dans l'Active Directory. Donc en fait, il va aller au-delà de l'EDR. Un EDR simple, il aurait juste bloqué la menace sur le poste. Un XDR, il est censé pouvoir communiquer en fait avec toutes les sources de cybersécurité que vous avez. Donc ça, c'est la promesse. Maintenant, la plupart des éditeurs essaient de tendre vers ça. Il y a des solutions qui sont plus ou moins matures, mais non, on n'a pas encore une solution vraiment full XDR ultra mature. Alors justement, on parle d'XDR, on parle de détecter, d'étendre la visibilité. En fait, pour le comprendre le plus simplement possible, nous, on vous propose de regarder ça par rapport à une attaque, une vraie attaque sur laquelle notre CISERT est intervenu, notre équipe de réponse à incident. En fait, quand on parle de détecter les signes précurseurs grâce à la visibilité, c'est alors sur la chaîne d'attaque MITRE, ou alors sur le schéma que vous pouvez voir juste sur votre écran, c'est être en mesure de détecter très tôt ce qui se passe sur le réseau, ce qui se passe sur les identités, avant même que ça touche les endpoints. Et donc, on comprend assez naturellement avec le petit schéma de l'ordinateur ici, qu'en fait, il se passe plein de choses sur la gauche, il se passe plein de choses quelques jours avant l'impact réel d'une attaque. Et c'est ça qui est très important de détecter au plus vite grâce à cette visibilité et aussi cette capacité potentielle de réaction. Est-ce que tu peux nous décrire justement, Florian, voilà, en quelques mots, ces attaques que toi tu vois passer et quelles sont les étapes par lesquelles passent les attaquants? Ouais, du coup, alors moi, je travaille plus au SOC, mais on a aussi une équipe de réponse à incident. Donc, en fait, cette équipe de réponse à incident intervient sur des clients qu'on n'a pas forcément. Et du coup, leur retour d'expérience, c'est que, enfin, souvent, on peut avoir des attaques où on a des compromissions externes. Donc, ça commence souvent par ce qui est en rouge à gauche, c'est-à-dire on a un compte d'un utilisateur qui est compromis. Du coup, ce compte, il va être utilisé pour se connecter au VPN et se connecter à l'intérieur du site d'information. Ouais. Et du coup, ensuite, il va commencer peut-être à faire des scans réseau, à détecter un peu, à regarder ce qui se passe sur le réseau. Et comme on l'a vu avant, un EDR, c'est très bon pour détecter ce qui se passe sur le poste qui est protégé par le DER, mais de la reconnaissance des scans réseau, c'est pas forcément toujours détecté. Donc, il va être capable de voir où est l'Active Directory, peut-être réutiliser des comptes ou attaquer directement l'Active Directory. Et du coup, quand c'est des attaques réseau, on a un laboratoire côté Advance où on fait des tests d'attaque et on s'est rendu compte en fait que certaines attaques réseau sont pas forcément détectées par tous les EDR. Donc les attaquants le savent aussi et vont se passer par là. Donc du coup, il arrive sur l'Active Directory. Il va pas forcément s'installer sur l'Active Directory, mais il lui suffit de récupérer quelques comptes sensibles. Et ensuite, il va pouvoir aller essayer de récupérer en fait des données sur les serveurs de partage
des données sur certains postes, et ensuite il va exfiltrer les données les plus sensibles, et puis après il va peut-être les revendre ou faire des choses comme ça. Donc c'est des attaques où ça laisse très peu de traces sur le poste, sur les postes qui sont surveillés par le DER, et pourtant elle arrive quand même à se faufiler et à passer en fait entre les mailles du filet. Donc le DER, ça sauve un peu la vie parce que ça permet quand même de bloquer les ransomware, de bloquer les grosses attaques destructrices. Mais on va dire que juste un EDR, c'est pas forcément toujours suffisant, et il faut aller un peu plus loin pour bloquer les attaques qui sont un peu plus poussées. Mais c'est ce qu'on va voir là. Ouais, tout à fait. Donc c'est ce qu'on appelle les signes précurseurs, hein, qui sont généralement des signaux faibles, qui provoquent généralement un faible bruit. Et nous, notre conviction par rapport à ça, c'est qu'en fait, chaque entreprise possède déjà des équipements de sécurité qui sont déjà présents. On l'a vu tout à l'heure, hein, sur la courbe de la hype cycle de Gartner. Le SIEM est quand même aujourd'hui extrêmement bien développé. Il y a de la corrélation qui est en place. Comment on peut aujourd'hui, Florian, s'appuyer sur des équipements de sécurité déjà présents pour justement détecter ces signes précurseurs? Bah, du coup, il y a des basiques, mais c'est bien de les rappeler. En dehors de l'EDR aussi, être capable de capitaliser sur les logs d'un VPN, d'un proxy, récupérer ça soit dans un SIEM, soit avoir une solution XDR et envoyer ces logs dans l'XDR, avoir une bonne visibilité sur l'Active Directory aussi. Donc ça, on va le voir peut-être dans les slides d'après, mais il y a pas mal de solutions EDR concrètes, par exemple Sentinel-One, CrowdStrike, qui ont des offres, des packages un peu en plus pour installer un EDR un peu spécifique sur l'Active Directory. Ça va être une sonde un peu spécifique qui est capable en fait de voir tous les logs de l'Active Directory et de faire des détections d'usurpation de compte, de compromission de compte et ce genre de choses. Donc on n'est pas encore sur de l'XDR complètement, mais on commence à avoir des briques qui en fait gèrent l'identité ou gèrent le réseau et du coup comblent un peu les manques que pouvait avoir le DR classique. C'est vrai qu'il y a vraiment cette Et notion de l'intérêt, pouvoir, d'un côté, capter des données qui viennent d'équipements déjà existants, donc les VPN, les proxys, les firewalls, et ça, en amenant de la corrélation sur ces éléments de sécurité, en plus de l'EDR, bah, c'est un moyen de détecter au plus tôt, et surtout grâce à ces logs qui remontent de ces équipements, bah, de retracer le passage des attaquants ou les éléments qui viennent de l'Active Directory pour pouvoir amener du contexte à cet analyste SOC qui, lui, quelque part, va devoir aussi comprendre exactement par où est passé l'attaquant. Et ça a un impact extrêmement fort sur le temps de réaction et la remédiation sur ce qui est en train de se passer sur le système d'information. Alors, tu as parlé beaucoup de sondes expertes. Alors, nous, on connaît beaucoup les IDR, les NDR, mais il y en a aussi qui existent par rapport à des applications web, à tout ce qui est CWPP ou les CASB, la partie Access Broker. Qu'est-ce que c'est que ces sondes expertes et qu'est-ce qu'elles vont apporter en complément d'un EDR, justement par rapport à la détection plus tôt ou la réaction? comme on en a parlé avant, il y a certains EDR qui se positionnent pour donner des offres un peu plus orientées IDR ou NDR. Donc IDR, ça va être en fait la gestion de l'identité et être capable de détecter et de bloquer le fait d'avoir un compte ou une identité qui va être corrompue. Et la même chose pour l'NDR, ça va être la partie réseau, du coup network, d'être capable de détecter et de bloquer une menace sur le réseau. Du coup, c'est ces deux blocs-là qui peuvent être très intéressants à ajouter avec un EDR parce que ça va combler en fait un peu les manques côté EDR qu'il peut y avoir. Alors, c'est pas des gros manques non plus, mais ça aide beaucoup. Donc, par exemple, sur l'IDR, du coup, la compromission du compte qu'on avait vu sur le schéma d'avant avec l'attaque côté VPN, elle aurait pu être contrée par une solution IDR. Sachant que l'IDR et le NDR, il y a des solutions qui font que ça, qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Et il y a aussi des fois des éditeurs EDR qui ramènent des solutions soit d'IDR, soit de NDR avec des briques en plus.
Après, sur le NDR, par exemple, ça va être d'être capable de détecter des exfiltrations de données, de bloquer des flux réseau, de se dire, par exemple, je veux qu'en aucun cas, quelqu'un puisse accéder à Dropbox ou envoyer des données dans le cloud. Une solution NDR, elle va être capable aussi de détecter ce qui peut être envoyé dans le cloud ou même d'avoir des règles beaucoup plus fines pour dire s'il y a plus que tel volume en tant de temps qui est envoyé sur le cloud, c'est pas normal, on bloque. Donc, c'est des choses comme ça qui sont très intéressantes et que l'EDR n'offre pas de base. Merci beaucoup, Florian, pour tous ces éléments. Alors, on arrive au terme de ce webinaire et la question était y a-t-il une vie après l'EDR? Une manière d'y répondre, c'est il faut surtout une vie après l'EDR. On a pu voir quelles étaient ses forces, quelles étaient ses faiblesses. D'abord, la première chose à avoir sur un EDR, c'est de s'assurer qu'il est efficace, qu'il est efficient, donc qu'il est maintenu en conditions opérationnelles et de sécurité, que sa détection est optimisée et idéalement, c'est sûr qu'il est opéré en 24/7 par des experts. Donc, on dirait que la première étape, une fois qu'on a un EDR, c'est de s'assurer qu'il est managé, qu'il est vraiment opéré par des experts, par des gens qui connaissent et la sécurité et la technologie et qui sont aussi en mesure de faire les premières actions de remédiation. C'est ce que nous, entre autres, nous faisons chez Advance avec, entre autres, des lettres de délégation qui nous permettent très vite d'opérer dans les systèmes d'information de nos clients et sur leurs terminaux lorsque effectivement l'attaque est confirmée. On dirait que la deuxième étape de l'amélioration de sa posture de sécurité, c'est aussi de pouvoir combiner et valoriser en ajoutant des sources de sécurité. On en a plus de 180 à notre catalogue, comme on l'a évoqué au début. C'est de pouvoir en fait couvrir déjà des périmètres qui sont complémentaires, de pouvoir capter les entrées et les sorties du réseau, de pouvoir aussi détecter ce qui se produit sur l'Active Directory. Et en fait, en corrélant ces sources, on a la capacité d'augmenter la détection avec des règles qui sont plus poussées, des règles as a code, des règles d'intelligence artificielle aussi, de machine learning. Et ce que ça apporte aussi, in fine, à l'analyste, c'est d'ajouter du contexte, de vraiment mieux comprendre le plus rapidement possible ce qui s'est passé dans le système d'information au moment où l'attaque s'est produite. Et enfin, Florian l'évoquait à la fin de ce webinaire, l'ajout de sondes expertes, des IDR, des NDR. Tout d'abord, ça peut permettre de répondre à des exigences de conformité selon votre industrie. Ça permet de précisément détecter et de réagir de façon automatisée avec une réponse qui est vraiment formatée, qui est aussi un préambule à l'utilisation de SOAR ou de détection et de réaction vraiment complètement automatisée ou pilotée. Et puis, ça permet ce fameux pivot dans l'analyse comme dans la réaction pour nos analystes et nos clients. Et en fait, l'avantage de visualiser votre sécurité sous forme d'une trajectoire, c'est qu'en fait, que ce soit techniquement ou financièrement, c'est la possibilité de monter votre posture de sécurité en fonction de vos capacités et de construire ça vraiment comme quelque chose de progressif qui va au rythme du développement de votre entreprise, l'accompagner et la sécuriser dans le temps. Merci beaucoup Florian pour tous ces éléments. Et puis, je vous souhaite une excellente journée en compagnie d'Advance. Pierre et Florian, on a effectivement le temps passe, mais on a une question qui a été posée sur l'interfaçage entre le MDR et l'EDR. Est-ce que, Florian, là-dessus, tu as un petit retour d'expérience, que ce soit via un éditeur ou via tout simplement le plugin de Alors en fait, ça va être très spécifique en fonction de l'éditeur EDR. Il y a des éditeurs EDR qui sont très en avance sur la partie XDR et qui sont plutôt matures. Donc ils vont être capables de se brancher avec pas mal de solutions, que ce soit un Active Directory, une solution NDR, même des solutions mobiles. Par exemple, je sais pas, un CrowdStrike, ils sont assez en avance sur la partie XDR. Et on a d'autres éditeurs qui sont peut-être un peu plus en retard et qui sont pas forcément matures. Donc, il faudrait contacter l'éditeur et déjà savoir si l'éditeur EDR est assez mature et a des connecteurs et est capable en fait de brancher ces deux solutions-là. Et du coup, ou alors aller voir chaque éditeur et leur demander ce qu'ils en pensent et de voir lesquels ont les bonnes réponses, quoi. Merci Florian et merci Pierre pour cette première partie de matinée. Merci à vous. On va passer maintenant la main à Margot et à Nicolas des services d'Advance qui vont faire des
sur la partie amélioration, optimisation du plan de surveillance d'un SOC chez un grand client industriel. C'est à vous. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Margot Ventrebert, consultante sécurité chez Advance depuis un peu plus de 4 ans. Et je suis accompagnée de Nicolas. Bonjour à tous, donc moi Nicolas Piotin, je suis manager au sein de l'entité conseil chez Advance. J'ai une responsabilité d'une bonne partie des équipes parisiennes et je traite tout ce qui est des sujets de mise en œuvre de SOC, d'outils TIEM, tout ce qui est trait à la sécurité opérationnelle d'une manière plus globale. Donc l'objectif aujourd'hui, comme vous l'a présenté Guillaume, ça va être de vous présenter ce qui est un plan de surveillance et expliquer pourquoi c'est un élément stratégique du SOC. Mais aussi pour toute la sécurité informatique d'une organisation. On vous expliquera ensuite pourquoi il est nécessaire de le faire vivre, ce plan de surveillance, dans le temps, et de l'adapter aux différents contextes. Et enfin, on vous donnera une illustration très concrète de comment le faire évoluer en vous présentant donc une mission qui a été réalisée chez l'un de nos clients. Donc, tout d'abord, si on passe sur la définition du plan de surveillance, il n'y a pas vraiment de définition commune qui aurait été donnée par le CESIN ou l'ANSSI et ça illustre assez parfaitement que ce plan il n'est pas suffisamment mis en avant et que justement son importance stratégique elle est souvent trop minimisée. Donc en fait un plan de surveillance il est composé de règles de détection qui définissent des données à surveiller. Qui dit surveillance de données dit source de données à récupérer. Donc, on peut avoir différents types de données, des journaux d'événements, des flux de trafic réseau, des systèmes de détection d'intrusion. Et donc, les règles de détection, elles sont appliquées aux données qui proviennent de ces sources pour justement rechercher des correspondances avec des critères qui auront été prédéfinis. Elles peuvent être basées, ces règles de détection, sur différentes sources. Ça peut être des modèles comportementaux, des seuils d'activité et d'autres choses. Sur le pourquoi un plan de surveillance, pour le SOC, l'objectif du plan de surveillance, c'est bien de construire la base de la détection, mais aussi de la réaction et de la remédiation d'un SOC. Et donc, ce plan de surveillance, il va reposer sur le principe d'une surveillance en continu de l'infrastructure d'une organisation. Et donc, cette supervision permanente, finalement, elle va permettre d'avoir une visibilité constante sur les systèmes, mais aussi sur les applications, en fonction du périmètre du SOC, sur d'autres périphériques. Et ça va permettre vraiment de détecter rapidement les comportements anormaux, les activités suspectes aussi, et puis potentiellement les tentatives d'intrusion. Donc, tout ça va permettre, in fine, de prévenir les incidents, puisque en mettant en place cette supervision, ça va faciliter la prise en considération précoce d'une menace et en parallèle, mettre en application des mesures pour bloquer ces attaques et également pour éventuellement appliquer des correctifs de sécurité. Donc, ce qu'il faut retenir sur ce plan de surveillance, c'est qu'en disposant d'un plan de surveillance solide et bien formalisé, le SOC il peut véritablement anticiper et prévenir les incidents de sécurité avant qu'ils causent des dommages plus importants. Donc, on vous a présenté le plan de surveillance. C'est important. Maintenant, on va voir comment le faire évoluer. Ce qu'on peut retenir aussi, ce qu'on peut dire, on a longtemps parlé, Margot, on peut même aller au-delà, c'est-à-dire que le plan de surveillance, c'est un peu l'élément central finalement du SOC, et le SOC, ça doit être un élément majeur, central aussi de la cybersécurité, parce que finalement, on se rend compte que pour pouvoir mettre en place un plan de surveillance, il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit prendre en compte, des risques, des périmètres de surveillance, et qu'on doit intégrer et qu'on doit surveiller les risques
au regard de ce plan de surveillance, en se basant vraiment sur des analyses de risque des différents périmètres qu'on souhaite mettre sous supervision. Et puis ensuite, de ce SOC, de ce plan de surveillance, peuvent en sortir un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre justement de gouverner, de piloter la cybersécurité et de voir où on doit mettre un certain nombre d'efforts pour justement renforcer un certain nombre de mesures de cybersécurité pour être le plus en amont possible et limiter les menaces. Donc, on se rend compte vraiment que ce plan de surveillance est très structurant d'une manière plus globale dans la gouvernance de notre cybersécurité. Donc, on va passer maintenant au pourquoi faire évoluer et rendre le plan de surveillance plus dynamique. Donc, on l'a dit, le plan de surveillance, c'est vraiment un outil qui est vivant et qui doit évoluer avec une meilleure adaptation aux menaces pour vraiment permettre une détection plus précoce des incidents. Là-dessus, on distingue deux facteurs qui contribuent à l'évolution du plan de surveillance. D'une part, on a les facteurs internes. On se dit que le plan de surveillance, il doit vraiment prendre en compte tous les changements de l'environnement d'une organisation, puisqu'on sait, les environnements d'une organisation, ils évoluent avec le temps. Il y a de nouvelles applications, nouvelles infrastructures qui peuvent être ajoutées ou alors supprimées. Ou même modifier. Donc, on évolue on fait évoluer le plan de surveillance avec les nouvelles configurations mises en place. Et puis, on peut aussi penser à l'ouverture de nouvelles entités d'une organisation dans un nouveau pays, par exemple, dans une nouvelle région. Et donc, ce plan de surveillance, si on veut qu'il soit dynamique, il doit s'adapter à ces changements pour justement assurer une couverture vraiment adéquate. Donc ça, c'était pour les facteurs internes. Pour les facteurs externes, donc là, ils sont complètement indépendants de notre volonté. Ça englobe plutôt l'évolution des profils d'attaquants, des techniques d'attaque aussi, et puis des nouvelles vulnérabilités qui auraient été découvertes. Et donc, on voit que pour que le plan de surveillance soit un outil pour le SOC, donc utile pour le SOC, mais aussi un outil de communication pour toute une organisation, il faut un socle commun. Et donc, ce socle, on va vous le présenter, c'est MITRE-ATT&CK. Ouais. Et en fait, tu disais à l'instant, c'est que le plan de surveillance doit être en constante évolution. Aujourd'hui, ce qu'on voit trop peu dans les organisations, c'est comment on fait justement évoluer ce plan de surveillance et comment on l'intègre dans un processus global de sa gouvernance cyber, et notamment dans la sécurité dans les projets. Aujourd'hui, on voit trop peu d'organisations qui justement intègrent un certain nombre de mesures quand on fait une analyse de risque sur un nouveau périmètre, sur une nouvelle organisation, un nouveau pays, vraiment un nouveau périmètre. On intègre trop peu de mesures qui vont intégrer ces périmètres pour une mise sous supervision de ces différents éléments. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de renforcer la sécurité dans les projets en intégrant des mesures de mise sous supervision et en faisant intervenir les équipes du SOC dans ces processus pour justement analyser les opportunités de mise sous supervision et les différents équipements, périmètres, applications sur lesquels on peut créer des règles de détection pour être, encore une fois, le plus en amont possible sur la menace. On va passer maintenant donc à la présentation du MITRE. Pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec le MITRE-ATT&CK, c'est une matrice qui décrit et qui répertorie plein de comportements d'attaquants en fonction des observations réelles. Donc, c'est une liste de techniques et de tactiques qui constitue vraiment une représentation assez exhaustive des comportements qui sont adoptés par les attaquants et qui est très utile pour connaître des exemples de mesures offensives et défensives qui pourraient être appliquées par les sociétés, par les organisations. Et donc, ce référentiel, c'est vraiment une norme universelle pour décrire ces tactiques et ces techniques. Et ça facilite la communication en fait, entre les différents professionnels de la cybersécurité. Et ça permet aussi de partager plusieurs informations en se basant sur un même socle sur les menaces.
Et on verra juste après que le MITRE-ATT&CK, c'est un référentiel essentiel à la construction du plan de surveillance, car une fois qu'on connaît les techniques qui représentent des risques pour notre organisation, le plan de surveillance, il va devoir s'assurer que ces techniques, elles sont bien couvertes. Donc, on vous donnera un exemple juste après. Maintenant qu'on a vu ce qu'était un plan de surveillance et le référentiel commun pour construire ce plan, on va avoir différentes méthodes pour l'améliorer. Donc, sur les différentes méthodes présentées ici, l'une des méthodes dont je vous ai présenté juste avant le socle, c'est le mapping au référentiel MITRE-ATT&CK. Donc ici, le principe, il consiste à répertorier les techniques du MITRE-ATT&CK qui représentent une menace pour l'organisation et qui ne seraient pas couvertes par les outils de détection et de protection de l'organisation. Donc, quand on fait le mapping, on peut vraiment se rendre compte de quelles techniques ne sont pas couvertes et doivent être priorisées. L'autre méthode, elle consiste à réaliser des analyses de risque. Donc, Nicolas en parlait juste avant. Il y a différents types d'analyses de risque qui peuvent être réalisées. On peut en réaliser sur les métiers, par exemple. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les analyses de risque faites sur des outils ou sur des solutions qui seraient utilisées par les collaborateurs d'une organisation. L'objectif ici, c'est de bien identifier les risques que représentent les outils utilisés au quotidien dans la réalisation de l'activité de l'organisation et de voir comment ces outils pourraient représenter une porte d'entrée pour un attaquant. Donc, on vous donnera un exemple très concret un peu plus tard. Et puis, l'autre méthode utilisée pour améliorer le plan de surveillance et qui est justement le résultat des analyses de risque, mais aussi du mapping MITRE, c'est la constitution de use cases. Les use cases, elles vont aider à définir des exigences et à tester les processus pour les opérations du SOC. Elles constituent vraiment la première étape pour couvrir les risques et les techniques du MITRE qui constituent une menace finalement. On peut dire en quelque sorte que ces use cases, c'est comme des mini-plans d'action. Ça veut dire qu'elles correspondent chacune à une approche assez spécifique qui serait utilisée pour justement détecter, signaler et enfin atténuer les diverses anomalies qui auraient pu être remontées. Et l'objectif final de ces use cases, c'est bien de construire un processus qui est répétitif et qui permette d'établir un plan de réponse qui serait standardisé face aux différents types de menaces. Et donc, une fois qu'on a validé et testé ces use cases, elles vont passer en règles de détection et elles vont être inscrites donc, dans notre plan de surveillance. À partir du moment où on a fait fonctionner ces règles de détection dans le temps, on va devoir les tester. Et ça va être ce passage de test va être essentiel puisque c'est grâce à ces tests qu'on va réussir à améliorer le plan de surveillance. Ça va vraiment permettre de vérifier que ces règles de détection, elles fonctionnent bien comme prévu et qu'elles détectent bien les incidents ou les comportements suspects. Et ça permet in fine donc de s'assurer que le plan de surveillance il est efficace et qui peut réellement identifier les activités indésirables. Et donc, ces règles de détection, il est important de les tester pour s'assurer aussi que ces règles sont bien fiables, puisqu'on sait qu'elles comportent des paramètres assez spécifiques pour justement déclencher des alertes, remonter des alertes et justement, on veut éviter les faux positifs avec des alertes erronées ou alors à l'inverse des faux négatifs avec des incidents qui ne seraient pas détectés. Donc, c'est pour ça qu'il est primordial de tester ces règles. Et l'autre point, c'est qu'en examinant régulièrement donc, les performances des règles de détection, Nicolas parlait juste avant de KPI, le SOC il peut justement identifier les lacunes
les erreurs aussi, et puis les opportunités d'amélioration pour le plan de surveillance. Et donc, ça va permettre d'affiner et d'optimiser les règles pour une détection encore plus précise du SOC et une réponse plus efficace aux incidents de sécurité. Ouais. Et puis ces KPI, même au-delà, doivent servir vraiment de vecteur de communication pour la cybersécurité. Ça va vraiment permettre d'analyser là où sont comme tu disais Margot, là où sont nos faiblesses, là où on peut mettre on doit mettre les efforts pour renforcer un certain nombre de mesures de sécurité, et puis ensuite de communiquer aussi sur les gains apportés justement par toutes ces évolutions. Donc ça doit être vraiment un vecteur de communication. Et donc les KPI ne doivent pas servir qu'à des équipes techniques. On doit aussi les traduire en KPI managériaux pour justement communiquer sur tout ce qu'on fait dans le cadre de la cyber et ce qu'apportent tous les plans d'action et toutes les analyses qu'on peut apporter grâce notamment à ce SOC. Donc, on a vu beaucoup de théoriques jusqu'alors. On va vous présenter maintenant un retour d'expérience d'une mission d'accompagnement d'un client dans l'amélioration de son plan de surveillance. Donc, pour vous donner un peu de contexte sur le client, on accompagne depuis un peu plus d'un an une société de services dans le secteur donc industriel et d'énergie et qui est présente dans une vingtaine de pays. C'est une société qui s'est fait racheter l'an dernier par un grand groupe et elle a décidé à cette occasion de se doter de son propre SOC. Aujourd'hui, elle est assistée par un MSSP et donc elle dispose d'un SOC qui est dit hybride. Pourquoi cette société elle a fait appel à Advance? Pour 3 raisons. La première, c'est parce qu'elle a souhaité avoir un acteur qui puisse challenger le MSSP en proposant notamment de nouvelles use cases et puis en réalisant aussi des analyses de risque pour justement améliorer son plan de surveillance. D'autre part, elle souhaitait aussi connaître la couverture de supervision des techniques du MITRE ATT&CK de son SOC. On rentrera un peu plus en détail après sur la méthode qui a été utilisée. Et enfin, elle souhaitait aussi faire le lien avec l'ensemble de la chaîne de valeur de la cybersécurité au sein de son organisation. Et cette dernière partie, elle s'est vraiment traduite dans la réalisation de différentes analyses de risque qui impliquaient justement différentes équipes, donc aussi bien des équipes métiers que des administrateurs, des utilisateurs, des RSSI locaux dans des différentes entités et des différents pays. Donc, justement, en parlant d'analyse de risque, je vous l'avais dit juste avant, on va vous présenter une analyse de risque qui a été faite sur l'outil Okta, qui est un outil qui permet de réaliser de l'authentification forte multifacteur, qui permet aussi de faire du contrôle d'accès et puis du SSO. Et justement, en raison de toutes ces fonctionnalités, Okta, ça peut être un moyen pour un attaquant d'arriver à son objectif qui pourrait être de l'exfiltration de données. Et on peut dire qu'Okta, c'est une solution qui peut être un maillon pour l'attaquant. On sait que c'est une solution qui est utilisée, en l'occurrence dans cette organisation, par tous les employés. Et donc, ça peut véritablement être une sorte d'apporteur de risque dans une supply chain logicielle pour un attaquant. Et donc, une fois qu'on a réalisé cette analyse de risque, donc à l'issue de cette analyse, on a répertorié plusieurs risques. Et l'un des potentiels modes opératoires utilisés par un attaquant, ce serait de voler les identifiants Okta d'un utilisateur à travers l'envoi d'un mail de phishing. Et en fait, une fois que l'attaquant aurait récupéré ces identifiants, il pourrait essayer de se connecter à Okta depuis un nouveau pays, par exemple, une nouvelle géolocalisation et un nouveau PC, puisqu'il n'aurait volé que les identifiants et non pas le matériel de sa victime.
Et l'objectif final, c'est de se connecter à Okta pour accéder ensuite aux applications et aux données qui sont présentes sur ces applications. Et le but final, c'est d'exfiltrer ces informations. Donc, on constate bien dans cet exemple qu'Okta, c'est le moyen qu'utilise l'attaquant pour arriver à ses fins. D'où le constat que le SOC, à travers son plan de surveillance, il doit véritablement surveiller le risque apporté par Okta. Donc, pour cela, on a proposé une use case qui est associée à ce risque bien précis de vol de compte puis de tentative de connexion dans un pays étranger. Cette use case, elle est basée sur de l'UEBA, donc User and Entity Behavior Analytics, c'est-à-dire qu'elle utilise des analyses comportementales des utilisateurs et des entités pour identifier les activités qui seraient anormales ou suspectes. Et donc, en surveillant en continu les activités, l'UEBA est capable de détecter tout ce qui va être déviation par rapport aux modèles de comportement normaux et d'identifier les anomalies qui pourraient indiquer des menaces ou des tentatives d'attaque. Une fois que cette use case elle a été donc testée et évaluée et puis validée, la règle de détection elle a été mise en place, elle a été mise en production et elle a été inscrite dans le plan de surveillance. Donc l'implémentation de cette règle de détection elle est encore récente, mais dans quelques mois, on sait que le test de cette règle il pourra être fait pour s'assurer justement qu'elle est bien utilisée et éventuellement voir si elle nécessite d'être réajustée. Donc, on vient de voir l'intérêt de l'analyse de risque pour améliorer le plan de surveillance. On va vous présenter maintenant le mapping du MITRE ATT&CK et comment il peut être exploité pour justement perfectionner son plan de surveillance. Donc, le travail de mapping sur le MITRE ATT&CK, il consiste à répertorier, donc, comme je vous le disais avant, toutes les techniques qui peuvent représenter une menace pour l'organisation, car elles ne seraient pas couvertes par le système de détection du SOC. Et donc, pour arriver à ce résultat final, on a suivi différentes étapes. La première, elle a été de répertorier les techniques qui sont couvertes par les outils représentant une porte d'entrée pour l'attaquant. On peut identifier différents outils, tels qu'Okta, présenté juste avant, mais on peut aussi penser au firewall, on peut aussi penser aux boîtes mail qui peuvent être porteuses de mails de phishing, par exemple. Ensuite, et grâce au travail de veille qui a été réalisé par les équipes de CTI, donc Cyber Threat Intelligence, on est en capacité de répertorier des profils d'attaquants et d'associer à ces profils des techniques utilisées en fonction des secteurs d'activité, en fonction aussi de la présence géographique des différentes entités. Et dans notre exemple, la société de service, elle était et elle est toujours dans le secteur de l'énergie et de l'industrie. Et en plus, elle est basée dans une vingtaine de pays. Donc, on avait des profils d'attaquants très, très variés. Pour la troisième étape, on va venir répertorier tous les outils de détection et de protection dont dispose l'organisation et on va voir quelles techniques elle couvre. Donc, ce travail, il est vraiment essentiel pour les organisations car on sait qu'en moyenne, elles déploient une quinzaine d'outils d'après une étude du CESIN. Et ce mapping, il va permettre de connaître la couverture de chaque outil et s'assurer qu'il n'y a pas de redondance entre les outils ou à l'inverse, qu'il n'y a pas de trou dans la raquette au niveau de la détection. Et pour la quatrième étape, l'idée, ça va être d'identifier les techniques qui sont couvertes par les règles de détection, qui sont actuellement implémentées dans le plan de surveillance et qui sont donc surveillées par le SOC. Si on passe maintenant au résultat donc, de ce mapping MITRE, le résultat final, il est obtenu en combinant donc, ces différentes étapes et il va permettre de mettre en lumière, grâce au code couleur notamment, on le voit, les techniques du MITRE qui ne sont pas du tout ou pas suffisamment couvertes par le plan de surveillance
ou par les outils de protection et de détection de l'organisation. Dans notre exemple, on voit qu'un travail doit être fait pour couvrir les techniques d'authentification forcée et d'exfiltration automatisée, qui représentent vraiment une menace pour le client. C'est donc sur ces techniques que va se concentrer le client pour essayer d'avoir un meilleur mapping et éviter d'avoir ces menaces très fortes. On arrive à la fin de cette présentation. Donc, sur l'importance du plan de surveillance, s'il y avait 3 points à retenir, c'est que le plan de surveillance, c'est un outil stratégique. Nicolas le disait juste avant, mais il ne doit pas être connu uniquement par les acteurs du SOC, mais il doit être vraiment partagé à toutes les parties prenantes, aussi bien des membres de la DSI que des membres de la direction en général. C'est un outil vivant, c'est-à-dire qu'il doit être régulièrement challengé et il s'appuie sur une base commune, on l'a vu, qui est le MITRE ATT&CK, pour que tous les acteurs aient le même socle d'information. Et enfin, c'est un outil dynamique qui se construit grâce à la participation de différentes équipes et donc qui ne doit pas être uniquement limité aux acteurs du SOC, mais qui mérite à être connu et partagé aux différentes parties prenantes. Merci Margot, merci Nicolas. On a eu pas mal de questions dans l'onglet questions, donc je vais essayer de vous les synthétiser un peu. La première question qui nous est venue, c'est finalement qui c'est qui est responsable de la constitution de ce plan de surveillance? Est-ce que c'est l'équipe SOC? Est-ce que c'est l'entité finalement qui doit être protégée? Comment se construit et finalement qui est honneur de ce plan de surveillance? En fait, la question, on va pouvoir apporter plusieurs réponses. C'est-à-dire que le honneur doit être, les inputs doivent venir déjà du métier, du besoin. Donc c'est de différents périmètres qu'on doit surveiller. Comme le disait Margot, on doit exprimer un certain nombre de risques. Et comme je le disais tout à l'heure, on doit intégrer tout ça dans un processus de sécurité dans les projets. Et ensuite, l'ensemble du plan de surveillance doit être construit en collaboration entre justement ces personnes qui vont exprimer ces risques et exprimer un besoin de mise sous supervision et les équipes du SOC qui, elles, vont traduire ces éléments en éléments techniques, en plan de surveillance et en indicateurs de sécurité. Donc, le point d'entrée, les personnes qui émettent le besoin sont bien les métiers et les personnes qui sont en charge de piloter les différents périmètres. Ensuite, on va avoir dans cette chaîne de valeur les différentes équipes qui sont en charge des équipements qui vont héberger les différents services, qui eux vont avoir aussi ce rôle à jouer dans exprimer les différents besoins de mise sous supervision et identifier les différents équipements à adresser. Et ensuite, les équipes du SOC qui, elles, vont être en charge de traduire tout ça en indicateurs de surveillance pour déployer l'ensemble des éléments dans les outils de détection. En fait, ce qui est intéressant dans ta réponse, Nicolas, c'est que c'est le lien entre le plan de surveillance comme un outil finalement de communication et notamment par rapport au métier et à une direction générale et un outil finalement de monitoring de la pertinence de la stratégie de détection. On a une autre question qui nous a été posée. Donc, vous avez présenté une méthodologie pour pouvoir challenger ou tester son plan de surveillance. Ce qu'on voit souvent du point de vue des organisations qui possèdent un SOC ou qui achètent un SOC externe, c'est qu'elles décident souvent plutôt de le challenger par des audits ou des approches dites Red Team ou Purple Team. On le voit nous-mêmes dans notre propre SOC avec beaucoup de pen tests ou de tests d'intrusion qui doivent être détectés par le SOC. Quelle est la différence finalement un peu entre une approche de challenge du SOC par une approche Red ou Purple Team et une approche de challenge du plan de surveillance, celle que vous nous l'avez présentée?
En fait, les deux sont complémentaires. Il faut vraiment adresser ces deux besoins. La partie technique va plutôt se mettre sous forme de challenge dans la peau d'un attaquant et donc essayer de voir si le SOC peut émettre des alertes au regard des attaques qui vont être effectuées. Que la partie plutôt conseil, plutôt accompagnement, gouvernance, on va vraiment avoir cette approche, essayer de faire le lien, un peu comme tu le disais auparavant, faire le lien qui est très important entre la gouvernance et la partie technique et s'assurer que, au regard, comme le disait Margot tout à l'heure, quand on a un certain nombre de risques autour des outils qui sont mis en place au sein de l'organisation, s'assurer qu'on est le plus exhaustif possible pour être le plus en amont possible dans la détection et donc s'assurer que quand on aura justement une attaque, qu'on soit en capacité de détecter le plus tôt possible au regard des outils et des risques qui sont dans l'organisation. Et peut-être une dernière question avant de passer au dernier webinaire de la matinée, c'est que selon vous, quelle fréquence, quelle cadence finalement mettre en place pour challenger ces plans de surveillance? Est-ce que finalement c'est un énorme exercice qu'on fait une fois par an? Est-ce que c'est un exercice qui a plutôt des catalyseurs de nouveaux outils, de nouvelles organisations? Comment vous voyez un peu les choses? C'est plutôt un travail au long cours. C'est-à-dire que effectivement, de façon régulière, dans un plan de contrôle, on doit s'assurer d'une manière très globale si finalement on adresse l'ensemble des risques, si on a fait les bons audits techniques du SOC pour s'assurer que on est bien en phase avec la trajectoire. Donc ça, c'est des points de contrôle effectivement qui sont réguliers. Et après, d'une manière plus globale, comme on le disait tout à l'heure, c'est intégrer le SOC de manière très globale, le SOC dans la sécurité dans les projets et donc s'assurer qu'on capte bien l'ensemble des projets qui sont à lancer au sein d'une organisation et qu'on va mettre sous supervision l'ensemble des périmètres qui sont les plus critiques, en tout cas qui nécessitent une mise sous supervision et qu'on a bien respecté tout le processus avec les analyses de risque, le lien qu'on doit faire entre les différentes équipes techniques pour justement identifier les équipements à mettre sous supervision et qu'on a bien adressé, qu'on a été le plus exhaustif possible dans les risques et les différents indicateurs à mettre en œuvre pour justement constituer ce plan de surveillance sur le périmètre qu'on souhaite adresser. Donc, c'est vraiment les deux. C'est des points de passage de conformité, de plans de contrôle qui sont extrêmement importants pour s'assurer qu'on a bien respecté le processus à chaque fois et plus global, un travail au long cours de sécurité dans les projets et de mise sous supervision en accompagnant finalement tant les équipes de gouvernance que les équipes techniques pour faire le lien dans toute cette organisation très complexe. Merci beaucoup à tous les deux pour cette session et cette partie interactive. Et je vous propose maintenant de continuer sur la suite de notre matinée. Alors, après avoir discuté de la trajectoire technologique, donc comment est-ce qu'on tire des traits finalement en termes de visibilité sur un écosystème en partant de l'EDR et finalement en l'enrichissant d'un point de vue du réseau, d'un point de vue de l'identité, d'un point de vue du cloud, que ce soit via un enrichissement log ou que ce soit via les nouvelles évolutions, on va dire, de la scène éditeur. Et ensuite, d'avoir parlé in extenso d'un outil finalement réellement de management, de communication du SOC qui est le plan de surveillance. L'idée maintenant, c'est de regarder un peu finalement comment s'organisent les SOC et quel niveau de satisfaction. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est une étude qu'on a lancée fin d'année dernière avec le CESIN et qu'on va publier juste après l'été sur comprendre un peu comment sont organisées les équipes SOC des membres du CESIN qui ont répondu à ce questionnaire et notamment de comprendre un peu quel type d'outils ils utilisent,
quel type de maturité finalement elles ont un peu déployé d'un point de vue visibilité, couverture de leurs différents périmètres. Et enfin et surtout, comprendre un peu les leviers de satisfaction ou d'insatisfaction des différents types d'organisations. Donc, je me suis présenté rapidement. Moi, je suis Guillaume Giurabci. Je suis en charge de toute la partie stratégie, offre et marketing de nos services managés, que chez Advance, on appelle MySoc. Et donc, je vais vous présenter ces premiers résultats d'études. Alors, rapidement, en termes de panel qu'on a eu en termes de réponses, on a eu un peu moins de 200 réponses, 187 pour être exact, avec une grande majorité de représentants de l'organisation sécurité et cyber des répondants, donc essentiellement des RSSI ou des directeurs de la cybersécurité ou des directeurs SOC, et on couvre globalement un panel assez large de secteurs, assez représentatif finalement de notre économie. Pareil, si on regarde finalement le type d'entreprises qui ont répondu, donc on va plutôt être sur des grandes entreprises, c'est-à-dire au-delà de 5000 employés, un bon tiers de TI et puis une partie plus restreinte finalement de PME. Le premier point qu'on retire finalement de ces premiers résultats, c'est que à plus de 80% finalement aujourd'hui, les entreprises membres du CES1 ont une stratégie de protection basée autour du SOC, soit parce qu'il est déjà déployé, soit parce qu'il est en cours de déploiement. Donc là, je pense que finalement, je n'étonne personne, mais ça nous permet finalement de voir la base sur laquelle on est. Ce qui commence déjà à être intéressant, c'est d'essayer de comprendre finalement quel type d'organisation et notamment les personnes au sein du SOC, essentiellement les analystes, où se situent-ils? Est-ce qu'ils font partie d'une équipe interne managée par les organisations elles-mêmes, ce qu'on va appeler le SOC internalisé? Est-ce que, à l'inverse, les organisations vont faire appel à un MSSP ou maintenant un MDR pour Managed Detection and Response ou un SOC externe, et où donc les analystes aient la responsabilité d'identifier la stratégie de détection, gérer les incidents et potentiellement le niveau de remédiation est dite externalisée. Et ensuite, on voit une approche notamment assez importante dans les grands groupes qui est l'hybride. Et l'hybride, on va trouver un peu deux manières de voir l'hybridité, soit une hybridité dite horizontale, c'est-à-dire qu'on va avoir des périmètres complets qui vont être couverts par l'entreprise elle-même parce que peut-être un lien plus fort avec le métier, notamment dans les environnements plus industriels, et d'autres périmètres qui vont être complètement couverts par un prestataire. Et plus généralement, quand on va parler d'hybridité, on va plutôt voir un partage des responsabilités, finalement, entre un niveau 1, voire un niveau 2 ou 1,5 de détection assuré par le prestataire, qui va essentiellement, finalement, apporter un rôle de couverture 24/7 et d'aiguillage, finalement, on va dire la grande majorité des signaux de détection. Et puis un niveau 2, un niveau 3 et surtout de la remédiation, c'est-à-dire vraiment comment j'agis sur ces incidents de sécurité qui vont être gérés en interne. Quand on regarde la répartition, clairement le moins représenté aujourd'hui est l'internalisé, effectivement pour des questions d'accès aux compétences et de maintien de ces compétences et de formation de ces compétences. On sait très bien qu'on a un manque aujourd'hui de personnes formées. On a un bon tiers qui est 100% externalisé. Et puis, aujourd'hui, finalement, la grande majorité des sondés ont plutôt une approche hybride avec un partage des tâches.
Maintenant, quand on regarde aussi finalement quels sont les environnements qui sont couverts par le SOC, ce qui est assez intéressant finalement, c'est qu'on va retrouver un peu 4 niveaux de maturité différentes. Et surtout, au-delà finalement de ces 4 niveaux de maturité différentes, qui sont ici formalisés par les codes couleurs, c'est surtout de voir la rapidité avec laquelle le taux de couverture diminue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on passe une étape de maturité, l'étape d'après, finalement, c'est une marche qui a l'air finalement beaucoup plus difficile à passer. Donc, si on regarde dans les détails, assez classiquement, on a une couverture des Active Directory, des composants de sécurité périmétrique. Donc, dedans, on va trouver les firewalls, les proxys, les antivirus et les endpoints, c'est-à-dire les EDR. Et donc là, on a une couverture globalement à peu près 80%, qui est en lien aussi avec les différentes études finalement qu'on peut voir au travers du CESIN ou des éditeurs, avec des EDR qui sont massivement déployés. Maintenant, quand on commence à rentrer dans le cran d'en dessous, on voit qu'on est déjà à une couverture de moins de 50%. Quand on pense les composants réseau, cœur de réseau, on va trouver effectivement les routeurs, mais on va trouver aussi les nouvelles sondes intelligentes de type NDR qui vont plutôt capter, analyser des flux réseau entre les endpoints et qui, effectivement, nécessitent un niveau de maturité un peu plus élevé parce qu'on capte tout le trafic, on voit tout le trafic, et donc le risque de faux positifs augmente. Et donc là, on a vraiment une capacité à fine-tuner ce qu'on capte. Ensuite, on commence à tomber encore plus finalement dans une couverture à minima. On n'est plus de 2 entreprises sur 3 ou 2 organisations SOC sur 3 qui ne couvrent pas aujourd'hui ces périmètres, que sont les clouds. Or, on sait aujourd'hui que les clouds publics, voire les clouds privés, sont l'un des premiers facteurs d'exposition, de vulnérabilité, de credentials et de données sensibles à l'extérieur, parce qu'on est dans un mode Internet facing. Et là, on est à un niveau de couverture relativement faible, qui peut s'expliquer soit par aujourd'hui un manque de maîtrise encore des différentes organisations SOC, des outils dédiés au cloud, que ce soit, excusez-moi les termes un peu barbares, les CWPP pour les Cloud Workload Protection Platform, les CSPM, les Cloud Security Management Platform, les outils fournis par les hyperscalers et beaucoup encore d'organisations SOC couvrent ou essayent de couvrir la partie cloud en récupérant des logs d'activité. Cependant, ça a un impact pricing qui n'est pas négligeable parce que faire sortir les logs ou les journaux d'activité du cloud pour les envoyer par exemple dans un SIEM, c'est pricé par les hyperscalers. Donc, tout de suite, le coût unitaire de la donnée, qui est souvent l'élément le plus sensible dans le SOC, explose. Et après, on rentre vraiment dans un niveau de couverture extrêmement faible, voire quasi nul. On est moins d'une organisation sur 5 qui a commencé à le déployer. Ça va être les environnements industriels et mobiles. Et quand on entend les environnements industriels, attention, ce n'est pas uniquement les usines et les sites de production en tant que tels, mais c'est aussi les environnements logistiques, les entrepôts, toute la chaîne finalement d'approvisionnement qui concerne n'importe quelle entreprise qui n'est même pas forcément dans un modèle de production. Donc, on voit bien effectivement qu'on est à un niveau de déploiement du SOC qui reste finalement assez traditionnel dans sa couverture et avec la partie EDR qui a vraiment permis on va dire, de passer un premier cap, mais on a encore un manque de visibilité sur le cœur de réseau, le cloud public et les environnements industriels. Assez classiquement, quand on regarde les types d'outils qui sont le plus exploités, le SIEM comme collecte de logs essentiellement périmétriques et AD, les EDR, et puis après, moins d'une entreprise sur 2 qui sépare finalement la collecte de données
de son outil, de SIEM, qui peut poser d'ailleurs des questions à terme sur la capacité à exploiter ces données en dehors d'un SIEM ou de récupérer des données non normées par le SIEM, que ce soit les différentes zones intelligentes pour définir son plan de surveillance. La vulnérabilité, les scanners de vulnérabilité qui sont aussi très peu intégrés dans le SOC, et puis un niveau de SOR ou de NDR qui est encore finalement peu déployé aujourd'hui. Donc vraiment, un premier niveau de maturité que les SOC finalement doivent encore passer pour pouvoir couvrir un plus large spectre finalement de menaces, essentiellement d'ailleurs posées par les outils SaaS et cloud public. Si on commence à regarder maintenant un peu plus en détail le retour ou l'analyse qui est faite sur l'investissement et la pertinence de l'investissement dans le SOC. Et encore une fois, le SOC, c'est un processus donc, qui intègre des technologies, on l'a vu, l'EDR, potentiellement un SIEM, demain des sondes intelligentes, mais aussi et surtout des personnes internes ou externes, et qui représentent un investissement certain. Un SOC, c'est en moyenne entre 300 000 € à l'année jusqu'à plusieurs millions. Donc, on est dans un niveau d'investissement qui est tout sauf neutre. Et donc, il est logique et nécessaire de poser la question du retour sur investissement. Ce qui est assez intéressant, c'est finalement de se rendre compte de deux choses. La première, c'est que ceux qui calculent réellement un retour sur investissement de manière, on va dire, un peu rationnelle ou méthodologique, on est autour de 12%, que ce soit du positif, en bleu, ou du négatif. C'est-à-dire que quasiment 9 organisations sur 10 aujourd'hui n'est pas réellement en mesure de prouver à sa direction générale que l'investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros ou plusieurs millions d'euros apporte un réel retour sur investissement à son entreprise. Et on se rend compte qu'on a à peu près 2 tiers, 54 plus 7, donc 61%, qui sont encore dans un ressenti. C'est-à-dire, j'ai l'impression finalement que mon SOC sert à quelque chose parce que il est en action, il réalise des actes de remédiation, des actes de détection, il y a des gens qui travaillent, on identifie des points, mais par contre, on n'arrive pas à le prouver. Donc, deuxième premier retour de cette étude, c'est qu'effectivement, on a un sujet autour de comment prouver l'efficacité ou l'efficience de l'investissement qui est fait dans l'organisation de protection. Autre point, quand on commence à tirer cette pelote et qu'on essaye de regarder finalement par type d'organisation le niveau de satisfaction, on a un premier paradoxe qui apparaît. Le premier, c'est que quand on regarde la part des répondants, donc sur les 200 et quelques, un peu moins de 200, ceux qui se disent entièrement satisfaits, on se rend compte qu'on a une corrélation finalement négative entre le niveau d'externalisation finalement du SOC et le taux de satisfaction. Alors pour nous, c'est extrêmement important, Advance, parce qu'effectivement, nous sommes fournisseurs de SOC externes et ces chiffres sur le marché au global sont assez interpellants. On a effectivement un niveau de satisfaction sur le SOC interne qui s'approche des 40%, un peu moins de la moitié. Quand on est dans un partage des tâches, on est autour d'un tiers. Et quand le SOC est 100% externalisé, on est à moins d'un quart. Or, si on reprend le point de départ en termes de finalement la répartition en termes d'organisation, on sait que le SOC interne représente à peu près un quart. Donc, on a les 3/4 du marché aujourd'hui, en tout cas des membres du CESIN, et je pense qu'on peut aller plus loin sur le marché, ce chiffre ne peut qu'aller en descendant. On a les 3/4 des SOC aujourd'hui qui doivent faire appel à un prestataire externe. Et ça, on en est tous conscients par manque finalement d'accès aux compétences et aux ressources
que nécessite un SOC, que ce soit le maîtrise des outils, l'accès au 24/7, la diversité des missions. Donc, il y a ce besoin de faire appel à de l'aide externe et en même temps, plus on fait appel à de l'aide externe, plus aujourd'hui le marché est insatisfait. Donc là, on a vraiment un paradoxe aujourd'hui qui nous concerne tous, qui est que comment est-ce que finalement on arrive à concilier les deux, c'est-à-dire à travailler de concert et en augmentant finalement notre niveau de satisfaction et sûrement en faisant le lien avec la question précédente qui était est-ce que je suis capable d'analyser un retour sur investissement, d'autant plus quand mon investissement est fait à l'extérieur de mon entreprise, c'est-à-dire quand j'achète un service. Si on continue de creuser et qu'on regarde les SOC internes. Quand on regarde finalement les challenges qui sont identifiés sur les SOC internes, c'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est essentiellement des challenges RH. Globalement, la difficulté, c'est comment est-ce que j'arrive à avoir des ressources compétentes, des équipes compétentes et motivées que j'arrive à garder pour pouvoir réaliser mon SOC. Et quand on regarde les avantages finalement identifiés, on a une volonté d'internaliser, on a une volonté d'indépendance et de maîtrise des données. Ce qui fait que d'une certaine manière, quand on regarde les arguments finalement du SOC interne, on sent qu'il y a quand même beaucoup de sentiments, d'émotions, une volonté finalement de se garder une indépendance et de se sauvegarder par rapport à une perte de maîtrise du sujet. Et la difficulté de le faire, c'est tout simplement, j'arrive pas à recruter à l'extérieur. Ici, on manque peut-être un peu d'arguments un peu plus rationnels qui expliqueraient finalement l'intérêt, le grand avantage des SOC internes pour la grande majorité finalement des organisations. La notion de maîtrise des données, je pense, elle est cœur, effectivement. Mais aujourd'hui, les retours qui sont faits autour des avantages des SOC internes manquent peut-être un peu de justification de comment est-ce qu'on arrive à être mieux intégré finalement au métier, parce que c'est l'un des challenges du SOC, notamment au sein du plan de surveillance, et comment par l'internalisation des compétences, j'arrive à monter finalement mon niveau de protection. Si on regarde les SOC externes, on va commencer par les avantages. C'est une expertise cyber accrue, c'est une facilité de gérer les astreintes, c'est la capacité à couvrir peut-être plus de périmètres et à se déployer un peu plus rapidement. Donc, finalement, un certain nombre d'arguments autour de la protection. Par contre, quand on regarde les challenges, c'est autour du mode de collaboration, c'est la démonstration du ROI qui est supérieur, encore une fois, c'est un budget 100% externe et c'est un manque de transparence. Et en fait, si je synthétise ça avec des mots finalement peut-être un peu plus simples, c'est j'achète une expertise cyber qui va me permettre potentiellement d'élargir mon niveau de visibilité et de couverture de mon environnement, mais en même temps, j'achète une boîte noire. Je ne sais pas exactement finalement ce que j'achète. Je ne sais pas exactement quelle est la répartition des tâches entre mes équipes et les équipes du prestataire. Je ne sais pas exactement finalement ce qui va se passer lors d'un incident de sécurité. Et finalement, on se rend compte que on achète de l'expertise, mais quand on déploie un SOC externe, finalement, au-delà d'acheter une expertise, on achète un processus. On achète un processus dynamique qui doit évoluer dans le temps. Et qui dit évoluer, dit une mesure finalement de son efficacité, de sa maîtrise, et surtout de comprendre quel est le type de collaboration qui est mis en place, parce qu'un SOC externe ne remplacera jamais une capacité interne à remédier, c'est-à-dire patcher, couper un compte sur l'AD. Donc, on a vraiment ici un risque, finalement, de SOC externe de boîte noire. Donc, pour conclure, et après, vous retrouverez, bien entendu, l'ensemble de ces résultats beaucoup plus approfondis et beaucoup plus en détail
dans l'étude qu'on va publier avec le CESIN après l'été, c'est finalement de se dire mais quelles pistes on peut regarder pour rendre les organisations SOC plus efficientes. Déjà, on a vu au départ que la grande majorité des SOC se concentrent sur un couple technologique CIEM-EDR, finalement historique et classique, et qu'on a une déconnexion entre aujourd'hui les risques que sont posés et les modes d'intrusion qui sont de plus en plus reliés à des ressources dans le cloud ou à des ressources, des modèles d'attaque finalement qui vont scanner un réseau ou rentrer dans des éléments architecturaux et la couverture par le SOC. Donc, le choix finalement de la technologie doit beaucoup plus être porté par quel type de périmètre je veux couvrir par rapport à mon risque que de suivre finalement une trajectoire relativement classique et d'essayer finalement d'identifier les risques qui sont posés par exemple par un outil de fédération d'identité comme Okta et le type de technologie que je vais mettre en place ou que je vais déployer pour couvrir ce risque, plutôt que de partir de la technologie et se dire avec ça, qu'est-ce que je peux identifier. Le deuxième élément, pour aussi essayer finalement de faire tomber pour les SOC externes le côté boîte noire et pour les SOC hybrides, pour améliorer le partage des tâches finalement entre les équipes internes et les équipes externes, c'est de repartir de l'outil cœur et central du SOC, qui est le plan de surveillance. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois protéger dans une organisation d'un point de vue de mes actifs clés ou de mes données stratégiques et des portes d'entrée à mon système d'information et les techniques les plus déployées aujourd'hui par les attaquants. Et ça permet finalement de relier des équipes métiers, des équipes d'analyse en veille de menaces et des équipes opérationnelles SOC qui finalement travaillent souvent assez rarement avec les métiers. Et ici, on a un outil qui est le plan de surveillance et un framework, un cadre d'analyse qui est de plus en plus déployé, qui est le MITRE, et qui doit devenir cette boîte de transparence permettant de comprendre mieux le mode de fonctionnement du SOC, sa pertinence et son taux de couverture. Enfin, le SOC, encore une fois, est un processus fondamentalement collaboratif. Il fait intervenir très souvent, donc dans les 2/3 des cas, une équipe externe et une équipe interne, et même dans les actes de remédiation, des équipes de type DSI qui travaillent avec des équipes sécurité ou SOC management. On doit collectivement passer d'un modèle du SOC ticket, c'est-à-dire j'identifie quelque chose ayant passé des fautes positives qui génère un ticket, à un vrai mode de plan d'action. Et les outils autour du SOC doivent travailler autour de portails, d'outillage, aussi important que peut être le CIEM ou le DR, qui doit permettre de construire dès l'identification d'un incident de sécurité un plan d'action avec des sous-actions identifiables, partageables, avec des honneurs précis et un suivi de ces différentes actions. Un autre moyen, encore une fois, avec le plan de surveillance de MITRE et la couverture technologique qui doivent permettre de rendre ce SOC finalement plus transparent et aussi d'identifier le temps qu'il faut pour réagir à une attaque et commencer à parler d'efficacité, d'efficience et de ROI. Et enfin, il y a un vrai sujet autour du SOC qui a un impact très fort sur son prix et sa dépendance à long terme, c'est la partie data. Aujourd'hui, la partie data souvent arrive en deuxième ou troisième partie et souvent reliée directement à un CIEM et il n'y a pas de réflexion profonde portée sur comment je gère mon puits de données, comment je donne accès à ce puits de données à différentes équipes, comment est-ce que je source les différentes données provenant de différents outils ou types d'outils différents, comment cette donnée, j'arrive à alimenter mon plan d'action et mon plan de surveillance. Et donc, il y a une vraie réflexion, un vrai sujet au sein du SOC autour de la data et son optimisation d'un point de vue coût et d'un point de vue déploiement. Voilà, donc vous retrouverez tous ces résultats de cette étude dès le mois de septembre dans la publication de notre étude.
Et j'en ai fini pour cette journée. Je vous remercie à tous d'avoir été présents au cours de ces 3 webinaires. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées. Alors, j'essaie d'en prendre juste quelques-unes. En cas d'hybride, de SOC hybride, est-ce que le client peut imposer son outil EDR SIEM? Alors, c'est la grande difficulté. La partie EDR, elle peut souvent être choisie par le client parce que finalement, elle fournit des alertes, peu de données sous-jacentes, et donc, très souvent, le client peut choisir son outil EDR. Sur la partie SIEM, ça commence déjà à être un peu plus compliqué parce que dans un SOC externe ou hybride, le MSSP ou le prestataire va construire une stratégie de détection sur la base des données qu'il collecte. Et donc, très souvent, il va mutualiser ça sur plusieurs clients pour pouvoir finalement améliorer ces différentes règles. Donc, il est rare de pouvoir imposer son outil SIEM. Ça peut arriver. Et juste pour prolonger la question, parce que ce n'est pas posé, est-ce qu'il peut imposer son outil SOAR? Dans les 3/4 des cas, ce n'est pas le cas, en tout cas, quand le prestataire est dans une approche mutualisée. Et une autre question, c'est intégrez-vous les capacités d'investigation et de réponse incident dans votre SOC? Alors, pour nous, côté Advance, oui. Maintenant, effectivement, c'est une vraie question qui se pose et qui nécessite d'être explicitée dès l'achat du SOC, à savoir quel type de playbook, parce qu'on parle de playbook, d'automatisation, de remédiation, sont effectués par le SOC, lesquels sont initiés par le SOC et terminés par le client, et lesquels sont proposés par le SOC, mais déclenchés par le client. Et ça, normalement, c'est inclus dans le plan de surveillance, d'effectivement comprendre quel type de remédiation est déployé en stand-alone, c'est-à-dire de manière autonome par le SOC, et laquelle sont en collaboration avec le client et lesquelles sont entièrement gérées par le client. Et ça doit être intégré dans le plan de surveillance, partagé entre les équipes SOC et les équipes sécurité, voire DSI du client, et un process et un outil de gestion d'action doivent être déployés. Voilà, j'ai déjà dépassé de 2 minutes, donc je vous redis merci à tous pour votre présence et on vous souhaite une bonne journée et on vous retrouvera demain pour la 2e session de nos matinées connectées. Oui, très rapidement, pour aller plus loin, on a publié en début d'année notre rapport sur la menace 2022. Vous allez retrouver beaucoup de choses qu'on a partagées ce matin sur la sécurité opérationnelle, des focus un peu plus importants sur des types d'attaques les plus déployés et aussi sur quoi faire en cas de premier secours. Donc, vous avez l'adresse ici où vous pourrez retrouver notre rapport. Donc, on vous enjoint à le lire et à nous faire vos retours si vous en avez. Et vous retrouverez aussi l'ensemble des publications d'Advance, qui est la Cybergazette, nos rapports mensuels sur la menace, ainsi que les premières fiches de réponse à incidents réalisées par notre CERT et celui de la Société Générale, qui sont aussi disponibles aux adresses suivantes. Vous recevrez bien entendu les supports et les replays de ces webinaires qui vous permettront de retrouver ces différents supports. Voilà, sur ce, j'en ai maintenant réellement fini et je vous souhaite encore une bonne matinée. Merci à tous.